Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. www.pradodeoliveira.org. Les pires ennemis de la psychanalyse. Montréal, Liber 2009. Freud et Schreber, les sources écrites du délire entre psychose et culture. Toulouse, RS 1997. Organisateur. Towards a Post-Analytical View of the Schreber Case. New York, SUNY 1988. Schreber et la paranoïa, le meurtre d'âme. Paris, l'Harmattan 1996. Transmission et secret. Le Coq-Héron, Toulouse, RS 2002. Traducteur. Le cas Schreber, contribution psychanalytique de langue anglaise. Paris, Presse universitaire de France, 1979. Les controverses entre Anna Freud et Mélanie Klein. Paris, Presse universitaire de France, 1996. Participation. Le contre-transfert, un exemple. Le débat sur la psychanalyse et la pédagogie entre Anna Freud et Mélanie Klein. L'enfant et sa famille, entre pédagogie et psychanalyse. Toulouse, RS 1997. Sublimation et symbolisation, retrouvailles et fêtes. La fête de famille. In Press édition, 1998. Le contre-transfert et les origines de la technique analytique. Les femmes dans l'histoire de la psychanalyse. Le Bousca, l'esprit du temps, 1999. On Autism, Schizophrenia and Paranoia in Children, The Case of Little Jeremy. A Language for Psychosis, The Psychoanalysis of Psychotic State. Londres, Workbooks 2001. Liminaire. Ce livre prend source dans la traduction des controverses entre Anna Freud et Mélanie Klein, publiée aux Presses universitaires de France, en 1996. À l'époque, leur traducteur, auteur du présent ouvrage, signalait que ce titre inadéquat recouvrait des conflits d'une autre ampleur, issus des contradictions de Freud et des premiers psychanalystes sur la formation et l'institution psychanalytique. En effet, il est impossible de concilier attention flottante, précision chirurgicale, transmission et institution dans le domaine. À partir de cette traduction des controverses, vint au jour Les pires ennemis de la psychanalyse. Contribution à l'histoire de la critique interne, dont le titre aurait gagné à être précisément l'horreur de la psychanalyse, comme l'a suggéré notre ami Jacques Seda. Car la formation et l'institution psychanalytique constituent les domaines où échoue cette libre association. Dans ce livre, l'auteur étudie de manière minutieuse les critiques faites à la transmission de la psychanalyse et à son institution dans leur histoire. Deux longs articles, dont un inédit, résument et apportent une contribution fraîche à la compréhension des controverses. Contribution à l'histoire de la critique interne est un sous-titre qui fait référence aux luttes politiques qui ont succédé à la prise du pouvoir par le parti bolchevique en Russie. En quelque sorte, ce titre de Pires ennemis est un hommage posthume à Pierre Fédida. Questionné au sujet de l'existence des ennemis de la psychanalyse, notre ami de toujours a eu le courage de répondre. Les pires ennemis de la psychanalyse se trouvent dans la maison des psychanalystes, parmi nous. Les pires ennemis de la psychanalyse. Contribution à l'histoire de la critique interne, a connu un destin curieux, lié aux avatars des confusions entre institutions psychanalytiques et maisons d'édition. Il a été accepté dans une collection dirigée par un collègue d'une association psychanalytique de France, pour une publication en 2009. À la lecture de son dernier chapitre, ce collègue a changé d'avis, communiquant son refus de poursuivre son travail éditorial à l'auteur. En même temps qu'il le faisait, il transmettait le manuscrit pour fabrication à notre maison d'édition, l'Harmattan, ce qui n'a été découvert qu'à l'occasion du livre actuel, Les meilleurs amis de la psychanalyse. Il s'agit sans doute des suites de cette même ambivalence si présente dans certaines institutions. En effet, en 1986, lorsque j'ai présenté ma candidature en tant que membre de l'association en question, celle-ci a été retenue par 6 votes favorables contre 3 votes défavorables. Une trentaine de personnes se sont abstenues. En démocratie, ce résultat correspond à une élection. Parfois, l'association psychanalytique a partagé un point commun avec certaines universités, celui de considérer un vote blanc ou une abstention comme vote négatif.
C'est une pratique curieuse, dont le caractère démocratique est contestable. C'est une pratique sans fondement, qui rend impossible toute innovation ou transformation importante. En l'occurrence, des membres titulaires ayant participé à ce vote ont témoigné du déchaînement de violence. Renversement d'une décision majoritaire à l'ombre de l'instauration d'une dynamique inamicale dans la vie institutionnelle, liée à l'ancienne ambivalence envers les analystes en formation. L'ambivalence a été signalée par un REC ou un BALIN. Les votes valent ce qu'ils expriment et rien d'autre. La correction est toujours un geste amical. Les meilleurs amis de la psychanalyse sont certainement ceux qui la fréquentent, patients, psychanalystes, mais aussi éditeurs, libraires, bibliothécaires, centres de santé et ainsi de suite. Il est évident que dans son existence, la psychanalyse a compté bien plus d'amis que d'ennemis. Ceux-ci, sauf exception nationale temporaire, n'ont jamais été bien méchants. Ceux qui crient au loup, veulent fuir le débat d'idées ou comme dans la fable, cherchent à attirer l'attention. L'ami de la psychanalyse est un titre lié à Bleuler, déjà critique de l'habitude de Freud de se plaindre de persécutions imaginaires. Les meilleurs amis de la psychanalyse présentent un moment important de l'histoire de cette discipline, quand des psychanalystes essaient de dépasser les traumatismes inauguraux de la psychanalyse au moyen d'échanges francs. Ils gagnent à être lus en parallèle aux livres déjà mentionnés, car les maux qui nous affligent s'aggravent, en se tissant dans un langage ésotérique ou sectaire, éloigné du parler quotidien et littéraire commun aux premiers psychanalystes. Ésotérisme et sectarisme tuent la psychanalyse au lieu de la revigorer. Les pires ennemis ont montré les critiques dont souffre la psychanalyse. Les meilleurs amis montrent comment travailler pour les surmonter nos difficultés, en décrivant nos croyances et nos manières de faire. Nous connaissons tous la prière d'Oscar Wilde, « Seigneur, protégez-moi de mes amis, car de mes ennemis je m'en occupe ». Traduction, philosophie, psychanalyse. Quelques-uns des principaux analystes du siècle dernier témoignent ici de leur philosophie sur l'exercice de leur art, et sur la formation qu'ils dispensent. Le faire est une preuve d'amitié envers cette discipline et ce n'est pas un hasard si cela se passe en Grande-Bretagne. Ce sont Edward Glover, analysé par Karl Abraham, aurait dû être le successeur d'Ernest Jones et a conduit la psychanalyse anglaise pendant quelques décennies. James Strachey, analysé par Freud, a été l'organisateur et le traducteur principal de la Standard Edition. Marjorie Brierley, analysée par Glover, se démarque de lui avec finesse. Anna Freud, analysée par son père, héritière de son œuvre, et deuxième analyste de Winnicott. Melanie Klein, analysée par Sándor Ferenczi et par Karl Abraham, avant de devenir la première analyste de Winnicott, elle inspire la première révolution psychanalytique. Ella Freeman Sharp, analysée par Sachs, première psychanalyste à s'intéresser à la question de la métaphore et à la théoriser. Et enfin, Sylvia May Payne, analysée par Sachs et ensuite par James Glover, elle fédère et inspire les psychanalystes de la société britannique. Chacun prend la parole et la plume. L'écrit fonde le dit, de manière à écarter la possibilité de dire une chose et son contraire. Les citations doivent être clairement référencées. Leurs témoignages forment ce noyau des controverses qui ont assailli le monde psychanalytique de langue anglaise et en conséquence, ceux qui en dépendaient. Quand les réunions administratives révèlent leurs limites, quand les explications théoriques tournent en rond, les explications personnelles et intimes s'imposent. Chacun se propose de dire ce qu'il entend par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Difficile exercice qui exige du courage. C'est le mérite et la gloire du mouvement psychanalytique anglais dans sa rencontre avec son héritage d'Europe centrale et du Nord, dont descend le groupe kleinien, qui articule la pensée des premiers psychanalystes entre eux, Freud, Abraham et Ferenczi, mais aussi Ophuijsen, Rado et Tahusk, sans oublier ni la tradition empirique anglaise ni Fairbairn II. La révolution kleinienne se situe à la convergence des travaux de ces auteurs. L'histoire ancienne éclaire l'histoire contemporaine. Et ouvre des chemins. De te fabula narratur. Le mot excommunication apparaît pour la première fois dans la littérature psychanalytique le 8 mars 1944, dans le rapport définitif du comité de formation de la Société britannique de psychanalyse. Il marque durablement et profondément l'histoire de la psychanalyse en France et est un symptôme des troubles du mouvement psychanalytique, la passion de l'excommunication.
D'une manière générale, les sources britanniques de la crise lacanienne sont peu connues et moins étudiées encore. La pratique des enquêtes et comités afférents auprès des membres de la société date aussi de cette période. Par une perversion de l'institution, l'excommunication qui aurait dû frapper Melanie Klein est exportée et vient frapper Lacan, qui, contrairement à Klein mais comme Glover, démissionne sans prendre de précautions. Rupture d'amitié qui n'entame en rien la fidélité à une cause commune. Les rapports ici en question mettent fin à une grave crise du mouvement psychanalytique. L'inimitié de Glover se transforme en solide amitié des autres membres de l'institution. C'est dire l'importance de ces rapports et celle des débats qui y eurent lieu pour la psychanalyse en général et pour la représentation que la psychanalyse française s'en est faite. Vers la moitié des années 1940, la société britannique était au bord de la fragmentation. Toutes sortes de conflits s'y amoncelaient, personnels, théoriques, institutionnels, sur fond de violentes relations transférentielles. Conflit violent entre Melanie Klein et sa fille, Melita Schmidberg, d'une part, entre Melanie Klein et Edward Glover, d'autre part, aussi mélodramatique. Conflits radicaux entre Glover, Rickman et Bowlby, axés aussi autour de la valeur de la participation de chacun à une guerre qui avait failli anéantir l'Angleterre et qui menace de les anéantir dans leurs pensées. Conflit de principe entre Glover et Strachey. Lors de cette crise, le mouvement psychanalytique anglais a été soumis à une tension particulière, celle de la confrontation des langues et de leur traduction. Seul le mouvement psychanalytique américain a connu une tension similaire. Ces psychanalystes parlent différentes langues et traduisent. Freud caricature la philosophie. La traduction va de pair avec une philosophie, quand elle ne l'a pas comme fondement. L'une des dernières lignes écrites par Freud est un commentaire philosophique au sujet de Kant, contre qui il prétend avoir raison, alors que l'un et l'autre semblent affirmer la même chose. Importance intime de la philosophie dans la création de la psychanalyse. Et énorme. En fait, le rapport de Freud à la philosophie est bien ambivalent. Il ne semble pas en être un studieux, ni s'y être intéressé vraiment, quoiqu'il semble aimer s'emparer, fût-ce pour la dénigrer ou comme argument d'autorité. En tout cas, les arguments qu'il déploie dans le texte mentionné par Strachey présenté ici sont surprenants. Freud propose une caricature de la philosophie qui tient des lieux communs. Ensuite, il revendique facilement un avantage à la psychanalyse. En effet, la philosophie est loin de partir de quelques concepts de base rigoureusement définis, avec lesquels elle tente de saisir l'univers puis une fois achevée, n'a plus de place pour de nouvelles découvertes et de meilleurs éléments de compréhension. Comme nous ne savons pas à qui Freud se réfère, nous restons dans l'incompréhension. Et ce qu'il avance est douteux pour la plupart des philosophes. Ni même Kant ou Hegel, qui ont tellement marqué la pensée de Freud, ne présentent les traits qu'il décrit. La philosophie a été tout au long de son histoire bien plus proche de la pratique que Freud ne le prétend. La psychanalyse ne s'attache pas autant que Freud le propose, au fait de son domaine d'activité. Elle a été tentaculaire, s'étendant à une multiplicité de domaines et elle a défini des principes immuables, que Freud prétend être le fait de la philosophie. En 1923, Freud affirme ces principes, les piliers de la théorie psychanalytique, l'hypothèse de processus animique inconscient, la reconnaissance de la doctrine de la résistance et du refoulement, le prix accordé à la sexualité et au complexe d'Oedipe sont les contenus principaux de la psychanalyse et les fondements de sa théorie, et qui n'est pas en mesure de souscrire à tous ne devrait pas se compter parmi les psychanalystes 3. Non seulement la psychanalyse possède des principes immuables, mais ils excluent. L'excommunication est présente à ses fondements. Freud en tant que grand excommunicateur, de Steckel, d'Adler, de Jung, de Taask, de Rank menaçant d'excommunier Ferenczi même après sa mort. Plus tard, l'Association psychanalytique internationale reprend cette vocation excommunicatrice, Fromm, Horney, Lacan les plus connus. Aujourd'hui elle semble se raviser quant à l'intérêt d'une telle pratique, mais il n'en reste pas moins que tout rêve de pureté élimine et exclut. Il lui faut par définition de la souillure. Certains excommuniés ont formé leur propre institution. D'autres non. La philosophie apparaît comme l'un des principaux domaines par rapport auquel Freud entend démarquer la psychanalyse. Il entend exclure la philosophie.
Pourtant, aucune raison n'existe de les attaquer, philosophie ou philosophe. Philosophie veut dire simplement amitié du savoir ou de la sagesse. La psychanalyse est une philosophie pratique bien proche des stoïciens, ou encore de Hume à qui Freud doit beaucoup et ainsi de suite. Les questions relatives au désir, au rêve, au savoir et à la vérité sont autant psychanalytiques que philosophiques. Dans les pages qui suivent, Strachey anticipe et critique la plupart des arguments contre la psychanalyse avancés par certains philosophes du XXe siècle. De même, Marjorie Brierley formule ce qu'il convient d'entendre par science, avec une précision qui devance tous les arguments de l'épistémologie. Et la Sharpe la reprend. Confusion de langue. Chacun des participants à ces débats a un rapport particulier à sa propre langue et à la langue étrangère, dans un foisonnement dont l'axe principal était constitué par un tissage entre l'anglais, l'allemand et le hongrois. Strachey et sa femme font leur analyse avec Freud en se partageant son divan, en même temps qu'ils commencent à le traduire. Edward Glover, son frère James et Melanie Klein en font autant avec Karl Abraham, quasiment en même temps. Anna Freud fait la sienne avec son père, qui voulait en garder le secret de manière peu plausible. Sharpe et Payne font la leur avec Hans Sachs. Chacun passe de l'anglais à l'allemand, aller-retour. Ces confusions de langue s'expriment souvent 4. Confusion entre l'anglais du XXe siècle et celui du XIXe que revendique Strachey en théorie, sans la mettre tout à fait en pratique. Confusion de langue entre Strachey et sa femme ayant un même analyste. Confusion de langue de Glover qui utilise pour comprendre l'institution psychanalytique des modèles de raisonnement politique. Confusion de langue entre un père analyste et sa fille patiente. Le symptôme le plus éclatant de ces confusions semble être l'anglais de Melanie Klein, dont Alix Strachey est la traductrice et à ce titre, l'une des premières à commenter le caractère rocailleux de son langage, à la limite du supportable, certainement envahissant. La transmission se fait dans la confusion, jusqu'au moment où la dissémination de cette babel impose des aménagements théoriques. Tout cela, je l'ai longuement et minutieusement étudié 5. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui déterminent la langue de chacun. La langue de Glover est une langue de pouvoir institutionnel et administratif, même si elle comporte des conséquences théoriques de taille. Il ne doute pas que l'on puisse le contredire, et quand il se rend à l'évidence de cette contradiction, sa langue se raidit et se trouble. La langue de Strachey est celle du pouvoir créateur. C'est lui qui prépare la Standard Edition et qui détient la vérité de Freud en anglais. Son approche du pouvoir est différente de celle de Glover et il utilise l'humour, qui, pour être discret, est tout aussi puissant. Les implications théoriques des interventions de Strachey renforcent la démocratie et la circulation des idées. Marjorie Brierley a un esprit scientifique et elle l'apporte à la psychanalyse. Son anglais est légèrement guindé, ses mots sont recherchés. Problématique encore est la langue d'Anna Freud. Alors qu'elle maîtrise l'anglais, elle a peur et se sent offensée. Son anglais est tortueux. Elle en fait même une théorie. Ce qui est naturel pour un auteur de langue allemande, allusions, analogies, imagerie, etc., est trop fleuri et inacceptable pour le lecteur anglais. À l'inverse, ce qui se donne comme expression précise en anglais frappe l'allemand par son aridité. Il y a toujours les idiomes qui défient la traduction. Les citations familières aux lecteurs d'une culture ne séduisent pas transplantées dans une autre. Il y a encore les nuances d'expression locale, qui troublent tout étranger qui aurait appris la langue selon un autre usage local 6. En revanche, les langues de Melanie Klein, de Sylvia May Payne et d'Ella Freeman Sharpe sont remarquablement précises et pratiques. Un peu trouble peut-être pour Melanie Klein, surprise de l'issue des événements, sans savoir au juste comment en bénéficier. Blessée pour Ella Sharpe, mais pratique. Fini les fioritures et les considérations théoriques. Il s'agit de s'organiser pour le travail. Les pièges des langues. Les pensées innovatrices exigent, ou du moins impliquent, une transformation des langues où elles se formulent et se diffusent. En tout cas, il en a été ainsi de la psychanalyse. Freud est à l'origine d'une puissante création langagière, dont les notions de surdétermination, de sublimation ou de castration sont parmi les meilleurs exemples. Ces créations, tendues, subissent des distorsions qui vont les rendre fécondes. Certes, le terme d'inconscient existe bien avant Freud, mais articulé autrement.
À partir de lui, il devient transparent dans son usage langagier, onirique, comme lieu du désir ou source de symptômes. Surdétermination ou sublimation sont largement des innovations. Les langues posent pourtant leurs pièges. Toute la tragédie grecque implique la polyvalence des mots qui trompent Seth. Le justicier est criminel, le clairvoyant est aveugle. D'autres poètes excellent dans ces jeux de langage, depuis Tirso de Molina et ses Don Juan aux pantalons verts jusqu'à Shakespeare, qui en fait un art à part. En France, ce sont un Rabelais ou un Ronsard. Tardivement, les langues modernes ont commencé à confondre pénis et phallus, membre masculin et son image en érection, emblème de la fécondité et de la puissance reproductrice, irréductible UI. L'encyclopédie est plus explicite. Objet d'élaboration multiple, le phallus n'apparaît dans l'Antiquité ni comme une évidence anatomique ni comme une donnée biologique. Né d'une vision physiologique qui prédisposait l'organe viril à devenir une abstraction métaphysique, le phallus grec a pu, jusqu'à nos jours, inspirer de nombreuses allégories. C'est un faisceau d'instruments physiques ou métaphysiques, objets quotidiens magiques, cultuels ou érotiques, mythes d'une province ou théories à vocation universelle, que renvoient les figurations du phallus. Car comme pour la tête, l'œil, le sexe féminin, le cœur ou la main, les valeurs significatives accordées aux représentations des parties ou des organes du corps sont modelées par les fables, les pratiques et les traditions locales que déterminent souvent les pesanteurs du social neuf. Le Robert donne en exemple la philosophie de l'art de Taine. Chez eux, les anciens, l'âme ne siège pas à une hauteur sublime sur un trône isolé pour dégrader et reléguer dans l'ombre les organes qui servent à un moins noble emploi. Leurs noms ne sont ni sales, ni provoquants, ni scientifiques. L'idée qu'ils éveillent est joyeuse chez Aristophane. Elle apparaît 20 fois dans une scène, en plein théâtre, aux fêtes des dieux, devant les magistrats, avec le phallus que portent les jeunes filles et qui lui-même est invoqué comme un dieu. Les jeunes filles portent la promesse de reproduction. Lacan rétablit le sens ancien du mot et sort la psychanalyse de l'impasse stérile de la toute-puissance du pénis qui date de la philosophie aristotélicienne. Pourtant d'autres complications s'annoncent. Résoudre un problème implique d'en créer un autre. Aristote définit le sexe mâle comme ce qui augmente et diminue de volume. De plus, c'est là le seul organe qui, sans altération morbide, se gonfle ou s'abaisse, car l'un de ces états est indispensable pour que l'accouplement ait lieu, et l'autre ne l'est pas moins à la disposition habituelle du corps, qui en serait fort gêné si l'organe était toujours dans le même état. Ébahi, son traducteur commente sans altération morbide. La remarque est exacte et très ingénieuse 10. Ainsi, la conception phallocentrique d'Aristote se perpétue et contredit l'expérience. Le ventre de la femme se gonfle ou s'abaisse, sans altération morbide. La femme enceinte est tout aussi phallique que le phallus pénien en érection. Le phallus ne se réduit pas au pénis et peut s'inscrire dans d'autres configurations. Mais autour du phallus, une constellation signifiante se déploie, impliquant la castration, son angoisse, son complexe. Puis, la castration se confond avec l'émasculation, car celle-ci est la seule qui désigne clairement l'ablation du pénis, alors que la castration désigne plutôt l'ablation des testicules ou des ovaires. Les anciens castrats, qui chantaient à l'opéra, et les eunuques, avaient été ou sont soumis à la castration, mais nullement à l'émasculation. Ils pouvaient avoir des rapports sexuels d'ailleurs, mais non pas se reproduire, ni souiller les corps avec du sperme. La confusion entre phallus et pénis se prolonge dans la confusion entre castration et émasculation. La tragédie d'Œdipe est fréquemment mise en scène en Europe au cours du XIXe siècle, et particulièrement à Vienne vers 1891. Des multiples références littéraires à son sujet sont bien antérieures à Freud. La plupart des tragédies, outre leur drame propre, comportent aussi un enjeu philosophique. Aristote commente Oedipe roi dans sa poétique. La démarche de Freud est strictement dépendante de celle antérieure de Hegel ou de Feuerbach, qui donnent un sens aux mythes et ensuite les redressent. Freud lie l'angoisse de castration au complexe d'Oedipe, c'est une révolution dans les langues. Les tragédies font intervenir le tertium dature. Depuis Anaximandre, c'est affirmer l'existence permanente d'un monde aux origines diversifiées et d'un tiers non exclu. L'être peut ne pas être, le roi et l'assassin. Anaximandre est cité par Freud à l'appui de ses thèses de totem et tabou. En ce qui nous concerne ici, l'affirmation de l'impératif du tiers concerne la traduction et le jeu des langues entre elles. Dans la tâche du traducteur,
Benjamin est le premier à affirmer qu'aucune traduction ne se restreint à 2 langues, mais fait intervenir toujours une 3e langue, sous la forme de la langue à venir, qui se construit au cours de la traduction et de la préparation de la convergence des langues entre elles. Depuis, cette thèse s'est généralisée. Traduction. Les enjeux de la traduction dépassent les textes ou les œuvres traduits, et s'inscrivent dans l'avenir des langues vers lesquelles ils sont traduits. Le traducteur travaille à la récréation de la langue commune d'avant Babel. La traduction de Strachey a façonné l'anglais du XXe siècle, autant qu'elle a été façonnée par l'anglais du XIXe. L'anglais est devenu pour longtemps la langue commune. En Occident, seul l'espagnol par endroits s'en approche de loin. L'anglais est la langue d'accueil pour la psychanalyse et pour les psychanalystes, une fois que leur exil de l'allemand s'impose. L'anglais est la langue internationale de diffusion de la psychanalyse, accompagnée de l'espagnol. Aujourd'hui, avec l'allemand, seules ces langues disposent des œuvres complètes de Freud. Le traducteur est critique, car critique et traduction sont structurellement parents. Critique et traduction contribuent à enrichir la langue et la littérature où elles viennent se poser 12. La traduction française des œuvres complètes de Freud en français est peu attentive à l'anglais. Elle est aussi peu attentive à l'allemand et au français lui-même. Contre le premier, elle prétend ériger une langue psychanalytique et oublie la dynamique propre de l'original 13. Par rapport au deuxième, elle écarte tout travail préalable, toujours au bénéfice de cette hypothétique approche psychanalytique. Ainsi, le lecteur attentif de ma traduction des controverses entre Anna Freud et Melanie Klein, surtout s'il est très attentif, je crains, peut constater que cette traduction dresse un recensement des traductions de Freud en français, exemples et comparaisons à l'appui, comparaison motivée par un problème simple, à savoir L', existence de différents états de la traduction des œuvres de Freud en anglais, celle des Collected Papers, celle de la Standard Edition et celle personnelle des analystes qui interviennent et qui pouvaient lire Freud en allemand, proposant éventuellement leur propre traduction. Toutes les traductions des citations de Freud faites par ceux qui participent à ces controverses ont été l'objet de consultations de différentes traductions anglaises et apparaissent en français en 2 versions, indiquées dans la bibliographie. La dernière en date est celle qui l'a précédée. À notre très grande surprise, au vu des débats qui agitent les milieux de la traduction et de l'édition en France, des différences majeures ne semblent pas exister ou ne pas être systématiques en français, entre les traductions plus anciennes et les contemporaines. Les traducteurs anciens n'étaient pas de renégats. Quelques exemples. Premier, le moi plaisir originel veut s'introjecter tout le bon, jeter loin de lui tout le mauvais, la négation, Hoc 17 1992 169. Le moi plaisir originel veut s'introjecter tout le bon et jeter hors de lui tout le mauvais, la négation, résultat, idée, problème 2 1985 137. Dans les 2 cas, ce sont des traductions de la planche. Le bénéfice ? Passer dehors, à loin. Deuxième, il est clair en outre que l'acte de l'enfant qui suçote est déterminé par la recherche d'un plaisir déjà vécu et désormais remémoré. La première est la plus vitale des activités de l'enfant, la tétée du sein maternel ou de ses substituts, a dû déjà se familiariser avec ce plaisir. 3 essais sur la théorie sexuelle Gallimard, 1987, 105. Il semble bien aussi que l'enfant, quand il suce, recherche dans cet acte un plaisir déjà éprouvé et qui maintenant lui revient à la mémoire. C'est l'activité initiale et essentielle à la vie de l'enfant qui le lui a appris, la succion du sein maternel ou de ce qui le remplace. 3 essais sur la théorie de la sexualité Gallimard, 1962-74. Problème théorique, clinique et stylistique, car la tétée ne se familiarise pas ni l'activité. L'enfant, lui, se familiarise. Troisième. Vie intra-utérine et première enfance sont bien plus un continuum que la césure frappante de l'acte de la naissance ne nous le laisse croire. L'objet maternel psychique remplace pour l'enfant la situation fœtale biologique. Nous ne devons pas oublier pour autant que dans la vie intra-utérine la mère n'était pas un objet, et qu'en ce temps-là il n'y avait pas d'objet. Inhibition, symptômes et angoisse, Hoc 17 1923 1925, PUF 1992 254. La vie intra-utérine et la première enfance sont bien plus en continuité que ne nous le laisse croire la césure frappante de l'acte de naissance. L'objet maternel psychique remplace pour l'enfant la situation fœtale biologique.
Ce n'est pas une raison pour oublier que dans la vie intra-utérine la mère n'était pas un objet pour le fœtus, et qu'il n'y avait alors pas d'objet. Inhibition, symptômes et angoisses, PUF 1972, 62-63. Bénéfices théoriques, cliniques ou stylistiques ? Aucun. D'autres problèmes persistent. L'inexistence d'un ensemble cohérent et fiable en français, tel la Standard Edition ou les Obras Completa, inexistence qui se prolonge et dont la résolution n'est pas prévisible. Les Obras Completa ont immédiatement corrigé les difficultés des traductions en langue espagnole, dès que les premières critiques se sont fait entendre, en provenance de lecteurs de langue française à l'égard des traductions françaises ou de lecteurs de langue anglaise à l'égard de la Standard, ce qui fait que ces éditions espagnoles sont actuellement les plus fiables, même si elles ne disposent pas d'un appareil conceptuel comme celui de la Standard. Mais en psychanalyse, d'autres problèmes urgents, cliniques, de formation institutionnelle ou politique. L'horizon scintille de 1000 lueurs. Schleiermacher, théoricien décisif de la traduction, établit une différence entre interpréter, dolmetschen et traduire, übersetzen. La traduction dans ce dernier sens, übertragen, est un cas particulier de la transmission de triple manière. En tant que fondement herméneutique, en tant que moment dialectique et en tant qu'éthique de la compréhension 14. Schleiermacher exclut du champ de la traduction la paraphrase. Il exclut aussi l'interprétation 15. Pourtant, Strachey est obligé de réintroduire la paraphrase au moyen des notes de bas de page et en fin de compte, à travers l'explication de l'appareil conceptuel qu'il crée. La traduction française des œuvres complètes en fait autant. Probablement, il est impossible de faire autrement dans une œuvre comme celle de Freud, qui mélange de manière si serrée différents domaines du discours, en provenance de sources si différentes. Pourtant aussi, le traducteur ne cesse de faire de l'interprétariat. Il le fait même de manière intime et radicale, puisqu'il reconstitue la langue parlée à l'intérieur de la littéralité. En vérité, une fois le bilinguisme franco-allemand abandonné en faveur d'une perspective polyglotte, les différences entre interprétation et traduction s'estompent. Le mot même d'interprétation ne recouvre peut-être pas les mêmes domaines en allemand et en anglais. Alors qu'en allemand il semble désigner l'activité commerciale, au moins dans le sens retenu par Schleiermacher et Berman, en anglais il concerne davantage le domaine religieux, on interprète les Saintes Écritures. Mais bien avant Schleiermacher, et en France, la traduction était comprise comme faisant partie de l'interprétation. Et elle la réintègre plus tard. Pendant un siècle, la langue anglaise a été la langue dominante de la psychanalyse, avant qu'elle ne s'élargisse et ne devienne le dénominateur commun des langues. Lisez. Le modèle imaginaire que j'ai toujours gardé devant moi est celui des écrits de quelque homme de science anglais de large éducation né au milieu du XIXe siècle. Et dans un esprit d'explication non patriotique, je souhaite souligner le mot anglais. Si je me tourne maintenant vers la question fondamentale de rendre le sens de Freud, je dois entrer en conflit avec ce que je viens de dire. Car à chaque fois que Freud devient difficile ou obscur, il est nécessaire de s'approcher d'une traduction littérale au prix de toute élégance stylistique. Pour cette même raison, aussi, il est nécessaire de reprendre intégralement dans la traduction un certain nombre de termes techniques, des phrases stéréotypées et des néologismes qui ne peuvent pas être vus comme anglais, même avec la meilleure bonne volonté au monde. Il y a aussi la difficulté particulière, qui apparaît par exemple, dans l'interprétation des rêves, dans la psychopathologie de la vie quotidienne, dans le livre sur le mot d'esprit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.